Merci Florian et merci les organisateurs pour votre invitation qui était si gentille. C'est exactement le type de réunion que le masque soutient. Ce matin, on a eu une réunion pour parler en fait du groupe italien, allemand, AFSOS et je crois que c'est extrêmement important pour d'avoir une idée de ce que font nos collègues des deux côtés de l'Atlantique, parce que si on doit parler des recommandations, la première chose à comprendre, c'est la perspective de l'autre côté. Et je suis en fait un Canadien et je fais semblant de mimer en fait des Américains, juste pour cette présentation. Je vais passer en revue quelques faits sur le palinocétron qui n'est pas vraiment utilisé en France. Puis je vais vous parler de pourquoi vous, cela peut vous intéresser d'avoir un point de vue américain et en plus aussi vieux que le palinocétron qui a reçu l'approbation il y a 11 ans. Pourquoi le palinocétron reste en fait le plus important en ce qui concerne le 5-HT3 récepteur antagoniste? Et quelle serait en fait la combinaison, l'association de palinocétron et le nétupitan, le NEPA? En fait, on a eu le feu vert du NEPA, du FDA uniquement en octobre, mais ce n'est pas le point de vue en fait de la littérature. Donc, palinocétron, c'est un cétron avec une demi-vie qui est extrêmement longue par rapport à ondanocétron et le granicétron. C'est le seul récepteur antagoniste 5-HT3 sans l'avertissement de sécurité en ce qui concerne la prolongation de l'intervalle de QTC. Et ceux qui sont en faveur de granicétron peuvent critiquer ceci parce qu'il n'y a pas tellement de différence dans la marge de sécurité entre palinocétron et le granicétron. Pour la prolongation en fait de QTC, la version orale n'a jamais été vendue aux États-Unis, même si c'est disponible au Canada et d'autres pays. Et la NCCN, c'est le Réseau national compréhensif de cancer, préfère ceci pour le F5HT3RA pour les chemothérapies hématogéniques très hématogéniques et peu hématogéniques. C'est le premier vendu malgré ses coûts plus élevés aux États-Unis. Et sur un site web, j'ai vu qu'à peu près 50% de la part du marché dominée par le palinocétron. Alors, pourquoi est-ce que le point de vue des États-Unis serait important? Et je crois que c'est lié en fait à ces recommandations de NCCN. Lorsque je vais par exemple en Inde ou au Moyen-Orient, où je me trouve en ce moment, et ils se servent de ces recommandations NCCN et ils adossent en fait le palinocétron et qui peuvent influencer les oncologistes partout dans le monde. Leurs recommandations sont faciles à appliquer. On peut les critiquer parce que ce n'est pas basé sur les faits, mais elles sont compréhensibles. Et ce qui est important, que ce n'est pas uniquement des recommandations pour le soutien de support, mais c'est également pour les thérapies anticancéreuses. Et c'est cela qui attire l'attention des oncologues. Et il y en a beaucoup qui ont reçu leur formation aux États-Unis, donc il y a un impact qui est extrêmement prolongé. Du point de vue économique, historiquement, le marché aux États-Unis représente la moitié du marché international dans ce domaine. Alors, les États-Unis est un marché un peu étrange parce qu'il y a la liberté de prescrire au contraire des autres qui ont eu des problèmes de financement et peut en fait se payer. Ceci pour un grand nombre d'Américains. Et puis, il y a des encouragements de prescrire en fait des médicaments intraveineux qui soient chers en ville. En fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'utilisation de palinocétron, surtout dans tout ce qui est préopératoire, 35% du marché total. Et je ne suis pas sûre de pourquoi les financements de tout cela
Mais en fait, dans d'autres études financières, ils ont beaucoup parlé de l'utilisation périopératoire aussi. Alors, ce qui est important également, c'est les brevets qui arrivent à terme en 2024. Et donc, Palenocétron restera sur le marché pendant longtemps. De la même façon que certains médicaments en Europe. Moi, j'aime bien me baser sur les faits. Et ici, même s'il y a beaucoup de détails, c'est notre groupe, Michael Popovich, a fait une présentation à Musk, à Miami. Et ici, vous voyez que pratiquement tous les points viennent des essais randomisés, sont en faveur de palenocétron par rapport à agonicétron et ondansetron. Et la valeur P est très significative de façon statistique. Mais ce qui est important, plus pertinent, c'est quelle est la différence absolue entre la nausée et le vomissement. Quelle est la supériorité absolue? Encore un autre tableau extrêmement compliqué. Nous avons en fait un investigateur qui est très dynamique, qui émet toutes sortes de rapports du point de vue statistique. Mais ce qui est extrêmement important ici, c'est le suivant. Quelle est la différence entre palenocétron et ondansetron et granicétron en ce qui concerne le vomissement pendant les 5 premiers jours ou l'absence de la nausée? Et il se trouve que pour les deux, il y a une différence de 10% absolue, ce qui est de façon statistique très important. Alors, palenocétron est supérieur. Et ce n'est pas uniquement à cause de sa demi-vie qui est plus longue, j'y reviendrai plus tard, et qui pourrait peut-être expliquer une grande partie de cette différence, dans le sens qu'il y avait une différence statistiquement très forte, mais pas aussi grande pendant les 24 premières heures qui étaient en faveur de palenocétron. Alors, il y a très peu d'impact en fait de la recommandation de palenocétron, surtout chez Musk et également ASCO comme le citron préféré. Et c'est parce que il n'y a qu'un de ces essais randomisés qui ont permis l'utilisation de dexaméthasone. Et aucun n'avait de l'aprepitant. Alors, il n'y avait pas ce qu'on appelle un bras de thérapie de référence. Donc, c'était juste une couche, un jour de palenocétron contre un jour de ondanocétron. Autre méta-analyse a trouvé que si on administre dexaméthasone le premier jour et si on continue au-delà du premier jour, cette continuation donnait plus d'avantages pour 8% des patients de plus qui n'ont pas vomi. Alors, je vais recommencer. Donc, dans l'étude, dexaméthasone a été administré le premier jour et la randomisée pour le citron c'était au-delà du premier jour et la différence était de 8%. 8% qui n'ont pas vomi. Donc, si les bénéfices de palenocétron sont 10%, le premier jour par rapport à ondansetron ou granicétron, vous pouvez peut-être améliorer les résultats par encore 8% si vous avez ondansetron les jours 1, 3, 4, 5. Et ça, en fait, c'est un argument assez sophistiqué et les études publiées montrent ces différences statistiques très significatives. Alors, donc, est-ce que le palenocétron était réussi aux États-Unis? Parce que les oncologistes lisent ces essais antiémétiques. Alors, si je vous demande de lever le bras, vous, les oncologistes, en fait, dans un public général, vont répondre qu'ils n'ont pas lu ces essais antiémétiques. Alors, moi, je dis que c'est peu probable. Les États-Unis ont un schématique de remboursement
Et le docteur Gralla va corriger toutes les imperfections. Mais si vous regardez notre système de sécurité, là, il y a en fait un forfait de $20 pour l'injection de palonocétron. Le Medicare permet également 6% de rajout au prix. C'est ce qu'on appelle en fait le prix moyen de vente. Et donc, vous avez cette possibilité d'augmenter le prix de 6%. Donc, vous pouvez gagner $31 à chaque fois que vous injectez le palonocétron par rapport à rien pour l'administration de ondansetron. Alors, pour les patients ambulatoires, c'est vraiment un encouragement de recevoir en fait ce cétron qui reste beaucoup plus cher. Il y a également un marketing très efficace. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une image comme celle-ci dans le journal de Clinical Oncology. C'est extrêmement attirant. Il y a des pubs qui sont extrêmement attrayantes. Et il y a également des peurs en ce qui concerne le dexaméthasone suite à un article récent. Il y a beaucoup de patients chez qui n'ont pas prescrit en fait le dexaméthasone. Et si on parle avec les médecins, ils disent qu'ils ont peur de prise de poids, l'insomnie et la perte osseuse. Et puis, il y a également des données qui proposent qu'au moins avec le palonocétron, vous n'avez pas besoin d'administrer le dexaméthasone au-delà du premier jour. Il y avait 2 essais randomisés qui ont bien étudié ceci, menés par professeur Acro et le professeur Chelio. Et l'analyse combinée est arrivée à la conclusion qu'il n'y a vraiment pas d'avantage de donner dexaméthasone au-delà du premier jour pour les femmes pour la chimiothérapie contre le cancer du sein. Alors moi, mon commentaire, c'est que l'effet pour dexaméthasone au-delà du premier jour, c'est beaucoup plus fort par rapport à cisplatine et que toute chimio peut tirer avantage. Ce n'est pas très clair que cela tire avantage de dexaméthasone. Alors donc, est-ce que dexaméthasone, c'est un bénéfice spécifique ou est-ce que c'est une observation que les chimiothérapies ne tirent pas avantage de cette molécule? Ce n'est pas très clair. Il y a également une tentative de voir si c'était palonocétron est meilleur parce que ça marche grâce à substance P. Donc, il y a eu une étude in vitro et in vivo, c'était pas antiémétique, qui propose que que cela se mélange avec le substance P. Il n'y a pas eu d'essais cliniques publiés pour expliquer si palonocétron rajouté après Python était utile. Parce que s'il y a un chevauchement, on ne voit vraiment pas de bénéfice si on rajoute palonocétron à ce genre d'antagoniste. Il y avait des résultats mixtes dans des séries d'études dans des hôpitaux. Et puis également un essai randomisé où on a évalué en fait le rôle de nétupitant ou palonocétron. On le n'est pas avec un haut dosage de cisplatine. Tout le monde a reçu en fait dès le premier jour jusqu'au 4e jour la dexaméthasone. Donc, on a bien regardé le rôle du rajout de nétupitant au palonocétron. C'est ce qu'on appelle NEPA. Ça a reçu en fait l'autorisation du marché le mois dernier. Donc ça, c'est un véritable test pour voir si le récepteur NK1, l'antagoniste, rajoute au palonocétron. Il n'y a pas tellement d'évidence, pas tellement de résultats dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une étude de Paul Escott, un Américain. Il y avait 694 patients randomisés sur 5 bras exploratoires, dont un, et je vais vous parler uniquement de 2 bras, parce que un serait en fait un bras standard palonocétron avec DEXA de données et juste le premier jour le palonocétron. Ensuite, vous avez
la combinaison du R approuvé par le FDA plus le palonocétron. Une pilule. Et c'est le dosage approuvé par le FDA. Dans les autres bras, il y avait un sous-dosage de nétupriton. On voit ici un avantage de 15% absolu en ce qui concerne les critères d'évaluation primaire et également une amélioration de 15% dans le risque de vomissement et une amélioration en ce qui concerne la nausée de 10%. Alors, il y en a qui peuvent les prendre en compte et dire que l'étude prépépitante a montré un avantage de 20%, ce qui est vrai. Mais le contrôle de vomissement dans le bras standard ou de référence, le palonocitron et le dexaméthasone, c'était beaucoup mieux là où il y avait juste dexaméthasone et le NEPA. Donc, à gauche standard, vous avez une amélioration de 76%, tandis qu'avec le prépitant, c'est plutôt dans les 50 à 60%. Donc, il y a moins de possibilités d'avantages. Alors, le NK1R a rajouté au palonocétron. Je ne dirais pas que le palonocétron en même est une association des antagonistes 5-HC3. Alors, cette raison, en fait, de prescrire des antiémétiques très chers, est-ce que cela veut dire que ce sont des prescriptions qui sont meilleures dans les recommandations de NCCN? Je peux vous donner deux exemples complètement différents. Ici, nous avons une étude ATOM qui s'est servi d'une base de données des assureurs où il y avait plus d'une centaine de polices dans ce domaine-là. C'était lorsque le prépitant a été approuvé 2 ans plus tard, comme indiqué pour la thérapie dont je vais vous parler. Et les codes de facturation pour le type de cancer, des types de chimiothérapie, les antiémétiques, qu'il y ait une visite aux urgences pour la nausée, le vomissement ou la déshydratation dans les 30 jours suivant la chimio. Et dans cette étude en particulier, il y avait 38% des cancers du sein qui ont reçu le palonocitron. 23%, c'était des patients de cisplatine qui ont reçu le palonocitron. Rappelez-vous de ça, 38 et 23, lorsque je vous parle d'une autre étude, parce que cela a beaucoup changé depuis quelques années. Alors, il y avait moins de visites aux urgences pour ces patients qui ont reçu le palonocitron de façon statistiquement significative. Mais est-ce qu'ils ont reçu la meilleure thérapie standard? Alors, la réponse est non. Sur ce graphique, vous voyez les différentes associations des antiémétiques qui ont été utilisées pour la chimiothérapie, pour le cancer du sein. Et à l'extrême, vous avez, en ce qui concerne le minimalisme, il y a un citron tout seul. Et à l'autre bout, ce qui était tout près des recommandations, avec au moins premier jour dexaméthasone, 5-HT3 récepteur et ici, 68% n'ont pas reçu de l'aprepitant. Ici, 55 qui n'ont pas eu de dexaméthasone. Alors, ce n'est pas une très bonne thérapie antiémétique. Alors, vous pouvez vous dire que c'est à cause de cette perception que cela ne donne pas lieu à de la nausée et du vomissement et que ce serait différent avec le cisplatine, mais ce n'est pas bon. Voici donc, sur un autre diapo, vous voyez 60% n'ont pas eu de dexaméthasone, 68% qui n'ont pas eu d'aprepitant et 20% sont allés voir les urgences pour le vomissement, déshydratation et nausée. Et ça, c'est inacceptable normalement. Alors, au contraire, regardez cette étude plus récente appelée INSPIRE. C'est une étude d'observation sur 2 réseaux de pratiques d'oncologie, 1292 patients, et qui ont regardé les antiémétiques selon les interprétations les plus libérales de ce qui est le standard minimum selon le NCCN sur les antiémétiques.
Et ce qui n'est pas étonnant, comme dans l'étude européenne, les recommandations, la thérapie selon les directives de NCCN avait en fait un meilleur contrôle de vomissement. Eh bien, donc, les autres cétrons n'existaient pratiquement pas. C'était le 90,7% qui ont reçu des chimios extrêmement émétiques et également pour le cancer du sein avaient en fait cette triple thérapie. 73% des chimios qui étaient modérément émétiques ont reçu les mêmes triples thérapies. Alors, on ne ferait jamais ceci au Canada. Alors, en résumé, vous voyez le contraste. Palinocétron a été commercialement extrêmement réussi grâce en fait à cette possibilité de remboursement qui est extrêmement favorable. Il y a certains résultats qui sont supérieurs, mais qui ne sont pas à cause de la conception d'essais et donc ont été adoptés à cause de ces recommandations extrêmement puissantes. Il y a des résultats de soutien en fait dans des données d'utilisation dans les soins de santé. Puis aux États-Unis, comme vous avez vu, c'est vraiment le marketing qui marche très très bien, comme dans beaucoup d'autres pays, et cela ne réfléchit pas nécessairement les recommandations. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il n'y a vraiment pas une approche véritablement américaine ou canadienne pour ce qui est des antiémétiques. Donc, je vous remercie de votre attention. Et comme pour Florian, je vous invite à Copenhague. Merci. C'est d'échanger un peu après chaque sujet pour garder un temps d'interactivité. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Lydia. I'd like to ask you a question. Oui, j'ai une question. Lorsque je vous entendais, je me posais la question. Il y a des facteurs patients, en fait, quand on n'a pas pris en compte. Et pensez-vous qu'il est possible d'avoir peut-être des études qui vont associer en fait une intervention de l'esprit en fait psychologique pour anticiper en fait la nausée, la réponse à la nausée, qui pourrait peut-être être utile et qui aurait peut-être les mêmes effets bénéficiaires. Nous connaissons tous des patients qui commencent à connaître la nausée de plus en plus tôt. Et il y avait une patiente même qui, dès qu'elle me voyait, commençait à vomir, même avant de faire une intraveineuse, parce qu'il y avait certains signaux qui ont été en fait déclenchés. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de thérapie d'association qui prend en compte les effets psychologiques de la nausée? Et les meilleurs travaux, je dirais, c'était Gary Morrow. Il a beaucoup travaillé sur la thérapie de désensibilisation et qui a regardé en fait le vomissement avant et après la chimiothérapie chez ceux qui ont déjà des antécédents de vomissement, et c'était utile. Si vous avez des bandes en fait de stimulation pour l'acupuncture, cela ne marche pas très très bien. Ils ont travaillé avec du gingembre et statistiquement on voit qu'il y a une différence importante le premier jour, uniquement sur la nausée avec juste un seul dosage de gingembre qu'on commence 2 jours avant la chimio. Mais la différence était très mineure. Donc peut-être qu'il y a un rôle, mais il n'y a pas de base très forte, particulièrement à partir de Psycho 1. C'est peut-être parce que la thérapie a été individualisée. On permet en fait un choix avant d'utiliser un prépitant ou un non-prépitant dans l'ordre électronique. Et nous avons trouvé que nous avons accès à prépitant pour 100% des patients, donc on enlève l'autre option. J'ai remarqué que les médecins le commandent lorsqu'ils n'ont pas besoin, même lorsqu'ils n'ont pas besoin. Peut-être qu'il y a un rôle pour Risperidone, l'hydration, mais ils ne sont pas bien établis dans les faits. Alors, on ne les voit pas dans les recommandations masques, même s'il y a certains aspects qui sont réfléchis dans les recommandations NCCI, comme plus ou moins.
On a vu à travers l'une des études qui avait été présentée qu'en utilisant les drogues efficaces, on arrivait avec 20% de réduction de passage aux urgences. Enfin, on peut extrapoler la donnée. En France, le produit palonocétron est autorisé depuis 1 an. Il n'est pas utilisé puisque, en termes de prix, il coûte 20 fois plus de 20 fois plus que le londancétron qui est génériqué. Est-ce que c'est le même problème aux États-Unis? Comment faire? Est-ce qu'en France, nous devrions aussi réaliser des études coûts-économie, médico-économiques, de façon à démontrer l'impact sur le retour des patients aux urgences ou sur les complications? La première chose à faire, c'est de voir si vous avez les meilleurs résultats avec le dexaméthasone qui est utilisé beaucoup plus souvent. Surtout pour ceux qui sont sous cisplatine. Est-ce qu'on s'en sert après le premier jour? Est-ce que Prépitant est utilisé chez les patients appropriés? Ce qui n'est pas connu, mais qui nous a beaucoup aidé dans notre domaine, c'est parce que palonocétron ne reçoit pas de financement, donc c'est difficile à avoir. Et là, il y a un taux de prescription de plus en plus élevé pour l'olanzapine. Et dans des essais randomisés, on a vu une grande différence, mais peut-être un dosage que vous n'accepteriez pas. Personne n'a évalué en fait, et sauf une étude japonaise qui a regardé, pris en compte 5 mg. L'olanzapine serait peut-être mieux que ce qu'on a, mais nous ne sommes pas tous les effets, toutes les preuves, surtout à des dosages plus faibles. Alors vous pouvez faire vos études ici et vous pouvez les répéter. Et peut-être que votre modèle vous montrerait des différences dans des visites aux urgences. Cela peut être assez fort. Tout d'abord, il faut avoir des bons antiémétiques à chaque fois. Et par la suite, on peut discuter les détails. Parce que palonocétron